La semaine prochaine, ce sont d'autres banques centrales qui sont attendues au tournant, notamment la Fed, la Réserve fédérale américaine. Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion? Alors, la fête qui se réunit dans un contexte particulier, on va avoir la nomination de Biden comme président. C'est quand même une semaine assez cruciale à ce niveau-là, même si on connaît le résultat. Alors, la Fed était un peu prise entre les deux. Alors, la Fed va certainement, comme la Banque centrale européenne, insister lourdement sur la nécessité d'avoir un plan de soutien. Et là, il y a une vraie urgence, et c'est d'ailleurs dans les échéances de la semaine prochaine, on a ce plan de soutien qu'on attend. Il y a manifestement un rapprochement qui est en train de se faire entre les démocrates et les républicains pour un plan d'à peu près 908 milliards de dollars. Donc la Fed va insister sur cette nécessité d'avoir un plan de soutien et peut-être aussi, vu l'évolution un petit peu de la courbe des taux aux États-Unis, on a vu le 10 ans américain qui remontait, qui a approché le niveau des 1%, elle va peut-être donner des signaux très clairs qu'elle pourrait allonger la durée dans ses achats d'obligations pour éviter d'avoir une hausse trop forte des taux long terme. On parle du contrôle de la courbe des taux, en fait. Alors, on parle du contrôle de la courbe des taux. On est dans une situation un peu comparable à celle de la Banque du Japon, qui pratique cette politique depuis un bout de temps. La différence, c'est que la Fed n'a pas encore donné un objectif en tant que tel, alors que la Banque du Japon a très clairement donné un objectif de rendement sur le 10 ans. Ce n'est pas le cas de la Banque centrale américaine, mais on sent quand même bien que le niveau des 1% est un seuil psychologique qu'elle voudrait peut-être éviter de voir percer à un moment donné. Autre banque centrale qui doit se réunir cette semaine, c'est la Banque d'Angleterre. Elle aussi, elle est coincée par un contexte particulier. Ici, on parle du Brexit. Absolument. Et là, on va avoir peut-être, on verra ce qu'il en est, mais peut-être que dimanche soir, on aura finalement le fin mot de l'histoire pour arriver à peut-être un clash total et donc à une absence d'accord. Manifestement, pour le moment, les jeux sont plutôt négatifs. En tout cas, la perception qu'on a est assez négative. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a peu de réaction des marchés par rapport à ça. Ce qui est interpellant, ça veut dire que finalement, l'inquiétude elle est peut-être beaucoup plus sur la crise sanitaire, pandémique et ses implications économiques que sur le Brexit. Mais la Banque d'Angleterre ne pourra évidemment pas décider quelques jours après, si on est dans une situation de clash, quelques jours après le clash. Mais la Banque d'Angleterre a quand même clairement, ces derniers temps, ouvert la possibilité d'avoir des décisions qui amèneraient les taux en territoire négatif. Alors, on sait qu'il y a un énorme débat là-dessus sur la pertinence d'avoir des taux négatifs. Un certain nombre de banques centrales ont fait marche arrière par rapport à ça, mais la Banque d'Angleterre n'exclut pas effectivement cette possibilité en sachant qu'un Brexit qui est sans accord aggraverait une situation économique beaucoup plus grave encore dans la Grande-Bretagne par rapport aux autres pays européens. C'est celui qui a eu la plus forte chute du PIB cette année-ci, et donc c'est clairement le pays qui va être le plus pénalisé par l'absence d'un accord. Donc, rôle très délicat de la Banque centrale de Grande-Bretagne dans cette semaine-là, mais ce sera probablement trop tôt pour prendre des décisions, mais elle pourrait quand même augmenter peut-être la taille encore de son programme de rachat d'obligations, ce n'est pas à exclure, en fonction évidemment des réactions de marché. Vous soulignez justement cette réaction, cette absence de réaction sur les marchés financiers par rapport au Brexit. Est-ce qu'un no deal pourrait amener une vague rouge sur les marchés financiers? Manifestement, plus aujourd'hui. Je pense que les marchés ont déjà tellement attendu, se sont déjà tellement finalement quelque part préparés à une situation d'échec et d'absence d'accord qu'aujourd'hui, tout est un petit peu intégré. Et ce qu'il faut quand même être bien conscient aussi, c'est que les marchés, en particulier les marchés boursiers, restent soutenus par un contexte d'une part de taux d'intérêt qui sont bas et des interventions des banques centrales, encore confirmées par la décision de la Banque centrale européenne jeudi. Et donc, cette injection de liquidité est un énorme soutien qui ne va pas disparaître, au contraire, qui va être maintenu, consolidé sur une plus longue période. Donc aujourd'hui, finalement, le Brexit devient un non-event pour cette raison-là. Il est évident que si on n'avait pas eu la pandémie, si on n'était pas dans une deuxième et peut-être probablement une troisième vague, le Brexit aurait eu un autre poids. C'est peut-être l'ironie de l'histoire.